Donc on accueille maintenant donc Angélique Delaray, qui est agrégée de philosophie, mais également chercheure, doctorante sur les compétences, et également syndiquée au SNES. Vous voyez qu'on a fait du fédéral aujourd'hui. Hein. Ah, vous m'entendez? Non. Ça y est, vous m'entendez? Donc, bonjour. Alors, je me présente rapidement. Donc, effectivement, je suis enseignante dans le secondaire. Donc, j'enseigne la philosophie en lycée. J'ai écrit il y a 12 ans un livre un petit peu coup de poing sur l'approche par compétences aux éditions La Découverte. Donc, à l'époque de la mise en place du livret de compétences. J'ai pas mal été invitée à discuter avec des collègues de tous les syndicats à gauche de l'échiquier, parce que donc ce livret créait énormément de polémiques. J'ai depuis cette année intégré les INSPE. Donc j'enseigne dans ce cadre-là à l'INSPE de Créteil, à Livry-Gargan. Et là, je vais quitter l'enseignement secondaire pour intégrer totalement en tant que prac donc, les INSPE à partir de l'an prochain. Donc là, je vis la réforme, ou disons la deuxième partie de la réforme de l'intérieur, la réforme des M2 et en particulier de la nouvelle formation professionnelle pour ceux qui n'ont pas un master dédié. Voilà, donc du coup, je vais vous en parler un petit peu. Alors oui, donc aussi, je fais une thèse. C'est-à-dire que je remets un petit peu mon travail d'il y a 12 ans au travail sur l'approche par compétences. J'avais travaillé principalement sur l'école, le système donc scolaire. Après, je suis en train de travailler davantage maintenant sur l'université, mais j'ai une perspective qui est à la fois une perspective d'enquête et puis aussi de réflexion de type philosophique, en fait, sur à la fois politique et philosophique sur ce que signifie l'envahissement de tout le système scolaire, universitaire, de formation continue dans le monde par l'approche par compétence, par cette notion donc de compétence. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, évidemment le néolibéralisme, on s'en doute, mais aussi des enjeux qui sont peut-être encore davantage anthropologiques ou en tout cas philosophiques. Donc j'aimerais pouvoir vous en parler un petit peu. Du coup, ça fait beaucoup. Je suis censée vous parler des licences, des INSPE, et j'aimerais aussi vous parler un petit peu donc des questions philosophiques qui sont derrière. Je pense commencer, sachant que les licences, c'est ce que je connais le moins pour le coup, juste éclairer un petit peu quelques questions qui se sont posées depuis le début de la journée. Notamment la question qu'a posée la collègue ce matin sur un peu d'où viennent finalement ces référentiels de compétences qui apparaissent dans les référentiels de licence. Je pense que quand on va lire l'arrêté du 22 janvier 2014 qui va fixer le cadre national des formations de licence et qui détermine l'ensemble de ces référentiels, on trouve déjà des réponses à cette question. Ça commence d'ailleurs, l'historique est fait dans cet arrêté, ça commence en 2011, en réalité. Dès l'arrêté donc, de 2011 relatif à la licence, il est dit que la licence prépare à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études de son titulaire. Alors, on pourrait se dire, effectivement, c'est bien, c'est super, parce que c'est vrai qu'on peut vouloir s'arrêter en licence, donc à la limite, pourquoi pas avoir cette double préparation. Sauf qu'en réalité, et on le lit dans la suite, c'est l'insertion professionnelle qui devient déterminante par rapport à la poursuite d'études. À ce titre, est-il écrit, la définition par des référentiels de compétences des objectifs du diplôme, entendus comme les compétences à acquérir par les diplômés, est un élément fondamental de l'articulation de la formation avec le monde professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on crée des référentiels de compétences, c'est pour
professionnaliser. Hein. C'est pour créer de l'employabilité, c'est dans une logique en fait d'employabilité. Donc la poursuite d'études, du coup, est formatée en fait par cette logique d'employabilité de facto. Par ailleurs, donc à partir de la loi de juillet 2013, on va inscrire les diplômes au répertoire national des certifications professionnelles. Donc ce sont les fameuses fiches RNCP qui donc sont écrites en blocs de compétences. Et en fait, on va créer une adéquation en fait, entre ces fiches RNCP et les diplômes de licence. Donc on voit bien que vraiment, c'est cette logique de professionnalisation et d'employabilité qui va déterminer maintenant le parcours universitaire jusqu'à la licence. Et en réalité, c'est jusqu'au doctorat. Hein, mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais bon, c'est comme ça. Du reste, le comité d'orientation de la nouvelle licence est composé de personnalités universitaires, mais aussi de représentants du monde socio-économique. Et l'audition, la consultation des différentes sociétés savantes et des représentants des disciplines, en fait, ne se fait que pour vérifier une certaine adéquation, finalement, entre ces référentiels qu'on a formés dans une logique d'employabilité et avec le monde de la formation, le monde universitaire. Par ailleurs, il est également dit que la grammaire dans laquelle ces référentiels vont être écrits est une grammaire commune avec l'ensemble du cadre européen. Il est important de rappeler que ce processus se veut cohérent avec les démarches européennes d'établissement d'un cadre européen muni de descripteurs pour comparer les qualifications des différents pays et construire une grammaire commune. Donc ces référentiels de compétences, en réalité, en plus, ils appartiennent à une grammaire commune à l'ensemble de l'Europe. Hein. Donc ces référentiels, on voit bien d'où ils viennent. C'est absolument pas quelque chose qui remonte du terrain et c'est même pas quelque chose qui est conçu par des pédagogues. Hein. C'est-à-dire, ça n'a vraiment rien de pédagogique. C'est dans une logique donc, de continuité entre le monde de la formation initiale et le monde économique que ces référentiels sont produits. Hein, c'est pour créer de la continuité. En fait, c'est vraiment pour effacer les différences entre les deux mondes. Et donc, c'est ce qui est écrit aussi. Les référentiels de compétences sont à l'interface du monde universitaire et du monde professionnel. Alors, interface, on pourrait penser qu'il y a une espèce de réciprocité entre les deux. Mais en réalité, ils permettent... ils sont exprimés dans un langage permettant une compréhension mutuelle. Donc, on dit, voilà, chacun se comprend, chacun donne un petit peu de son point de vue à l'autre. Pas du tout. Vis-à-vis du monde socio-économique, ils permettent d'établir et d'attester des acquis en un langage qui correspond mieux à ses usages. Hein. Donc, il s'agit effectivement, tout simplement, d'accorder ce que l'école forme, ce que l'université forme aux besoins du monde économique. Après, pour faire écho à ce que disaient les collègues, surtout les collègues qui étaient avant moi, donc encore une fois, une garantie d'employabilité pour les recruteurs et le point d'appui des établissements pour l'élaboration d'une offre de formation permettant d'atteindre les objectifs fixés selon les voies et méthodes qu'il leur appartient de définir en toute autonomie pédagogique. Hein, c'est-à-dire que là, encore une fois, voilà, on a établi le cadre. On doit créer de l'employabilité, mais on est super autonome pour le faire. Hein, on a vraiment une autonomie totale. C'est ce que j'adore, c'est vraiment en toute autonomie pédagogique. Donc ça, c'était pour la licence, ce que je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice pour essayer de comprendre un petit peu mieux les choses, sachant que, alors, je ne sais plus si ça a été dit aujourd'hui, mais effectivement, l'HCRS, donc l'organisme qui évalue les formations, les universités, hein, les formations universitaires, l'HCRS, avec ses différentes vagues de formation, va vérifier par derrière si les référentiels, enfin, si la formation est bien réformée, selon des référentiels de compétences. Et donc voilà, là j'ai simplement téléchargé le référentiel pour l'évaluation
conférant le grade de licence, la vague d'évaluation B de 2020 et de 2021. Référence 3.3, la formation donne une place importante à l'approche compétences. La formation est définie suivant un référentiel de compétences que s'approprie l'équipe pédagogique pour transcrire les unités d'enseignement de la formation en compétences. La formation est définie en blocs de connaissances et compétences. La formation prévoit des modalités pédagogiques diversifiées, innovation pédagogique favorisant le développement des compétences, interdisciplinarité. Donc là, on retrouve cette idée qu'en fait, ça va avec une espèce de pédagogie obligatoire, quoi, hein. Il faut absolument mettre les amphithéâtres actifs, jeux sérieux, démarche portfolio, approche par projet. Enfin, vous voyez, il faut absolument appliquer ces formes pédagogiques. Un portefeuille de compétences ou un outil similaire permet aux étudiants d'évaluer leurs acquis. Hein, donc on retrouve aussi tous les éléments qui sont au fondement des réformes de l'IUT. Voilà. Donc en toute autonomie pédagogique. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Pardon ? Dans le cadre défini très précisément. Voilà, c'est-à-dire en toute autonomie pédagogique, fabriquons de l'employabilité. Alors, en ce qui concerne les INSPE, donc là, je connais un petit peu plus la question. Je viens de débarquer, mais bon, j'ai quand même fait quelques recherches. Donc, les INSPE sont au départ des IUFM, hein, comme mon collègue vous l'a rappelé. En 2005, la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, les IUFM sont rattachés aux universités. Et la formation est réformée. Après le socle de compétences pour les élèves, donc, hein, qui a été adopté suite à la loi Fillon, annexée à la loi de 2005, un référentiel métier pour les professeurs du primaire et du secondaire est adopté en 2006. Il comporte 10 compétences. À l'époque, j'avais réagi dans une tribune au Monde sur la compétence agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique. C'est-à-dire que vous sentez la contradiction, quoi. Pardon ? Non, mais à l'époque, c'était différent. À l'époque, c'était les 10 compétences. Après, ça a été réformé encore. Mais à l'époque, c'était en fonctionnaire de l'État et de façon éthique. C'est-à-dire, vous sentez que, bon, en gros, si agir de façon éthique, ça veut dire agir en bon fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que finalement, la distinction quand même fondamentale entre l'éthique et le droit, le fait qu'il y ait soit une norme qui est extérieure à laquelle vous vous conformez de l'extérieur et une norme qui soit intérieure, hein, dans laquelle vous êtes dans une autodétermination. Comme le disait Rousseau, la liberté, c'est la loi que je me donne à moi-même. Donc, vous voyez, c'est une détermination qui est intérieure. C'est-à-dire que l'éthique, elle est de cet ordre-là. Là, on fait comme si, en fait, cette différence n'existait plus. C'est-à-dire, obéir à votre loi, c'est obéir à la loi de l'État. Plus de différence. Donc, bref. Ils ont quand même changé ça. Maintenant, c'est pas tout à fait pareil. Parce que donc Vincent Payon était quand même un philosophe et il a un petit peu senti qu'il y avait des petits problèmes dans la formulation des choses. Donc, ça n'a pas d'effet vraiment sur la formation à l'époque, ce référentiel. Ou alors, peut-être que je me trompe. Hein, j'ai des collègues peut-être qui sont dans les IUFM depuis longtemps et puis qui peuvent me contredire. Hein, mais il me semble que donc il n'y a pas tout de suite d'effet sur la formation. Moi, j'ai un collègue de philo qui me dit qu'à l'époque, déjà, il y avait énormément d'heures en philo. Il y en avait 110. Et puis, il y avait une grande liberté. Il y avait 3 lignes de définition de ce qu'il fallait faire. Et donc, on pouvait parler des finalités de l'éducation, des courants pédagogiques, de la psychologie de l'enfant. Enfin, il y avait vraiment un espace vraiment très, très libre. Pour le coup, l'autonomie pédagogique, ça voulait dire quelque chose. Et donc, bon, on verra que c'est plus du tout le cas. En revanche, ça a un petit effet sur la certification, d'abord au niveau du concours, c'est-à-dire que l'épreuve qu'on disait sur dossier, qui était une épreuve dans laquelle on pouvait, dans ma discipline, hein, une épreuve dans laquelle on pouvait réfléchir justement aux grands enjeux qui étaient derrière l'école, les enjeux pédagogiques, etc. Et bien maintenant, on va rajouter quelque chose pour vérifier donc cette fameuse compétence à agir en bon fonctionnaire de l'État. Et puis, il y aura au niveau, cette fois, de la validation du stage, il y aura des grilles à remplir, où on va voir apparaître des compétences. Donc là, la collègue en a parlé ce matin.
En 2013, avec la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, la précédente réforme est annulée, elle est remplacée par une autre. C'est là qu'on crée les ESP, qui deviennent des composantes de l'université. Hein, alors d'après les collègues avec qui j'ai pu en discuter, du coup, parce qu'avant la formation n'était pas évaluée à l'IUFM, donc là ça introduit des contraintes d'évaluation, donc ça intervient aussi sur le temps et la liberté dont on dispose pour transmettre les connaissances. C'est le début de la masterisation à partir de là. On adopte le référentiel métier qui est en vigueur aujourd'hui. Hein, donc maintenant, c'est le référentiel qui est fixé. Au niveau de la formation, donc là, c'est un petit peu les collègues qui font ce qu'ils veulent dans leur coin. C'est-à-dire qu'il y en a qui, du coup, mettent en correspondance ce qu'ils font avec le référentiel métier, d'autres qui n'en tiennent pas du tout compte. Enfin, c'est vraiment des choses qui se font un petit peu... comme chacun le sent. Il y en a qui sont plus sensibilisés aussi. C'est des histoires de discipline hein, à l'approche par compétence, donc qui l'utilisent davantage, et puis d'autres qui ne le font pas. Mais il n'y a pas de cadrage national, vous voyez. Au niveau de la certification, donc les fiches bilan qui servent à valider les stages sont revues, hein, puisque le référentiel de compétences a changé. Voilà, pour l'épreuve sur dossier, ça ne change pas non plus grand-chose. Et puis, c'est en 2019, donc avec la loi pour une école de la confiance de Blanquer, que les ESP sont à nouveau réformés, deviennent les INSP, que le projet de masterisation, du coup, est vraiment achevé, puisque aujourd'hui, le master, donc dit MEF, métier de l'éducation et de la formation, doit être validé avant le passage du concours. Et donc que l'arrêté Master-MEF de mai 2019 crée un cadrage national, cette fois, des formations en 3 blocs compétences. Et donc là, les formations, pour le coup, sont réformées. Moi, je suis arrivée cette année, donc en fait, quand je suis arrivée, les maquettes de Master 1 et de Master 2, hein, même s'il y avait très peu d'étudiants de Master 2, de la nouvelle maquette, avaient déjà été formés. Et effectivement, ils respectent le cadrage des blocs de compétences. Alors, si vous voulez, je vais vous le donner. Vous allez voir que c'est très très vague. Encore une fois, on retombe sur des choses très vagues. J'ai pas le temps de vous détailler les choses parce que je voudrais vous parler plus philosophiquement. Donc vous avez le professeur, acteur de la communauté éducative et du service public de l'éducation nationale. Donc, par exemple, dans l'INSPE où je suis, du coup, à l'intérieur de ça, il y a une UE qui s'appelle Formation aux valeurs de la République. VALREP, comme disent les étudiants. Ensuite, vous avez un professeur polyvalent, efficace dans la transmission des savoirs fondamentaux et la construction des apprentissages. Donc là, vous avez tout ce qui est enseignement du français, des mathématiques, de toutes les disciplines que les professeurs des écoles sont amenés à enseigner, plus la didactique. Ça, c'est serré. Tout le monde est serré dans cette pièce-là. Et puis, le professeur praticien réflexif, acteur de son développement professionnel. Donc, vous avez toute la partie gestes professionnels, c'est-à-dire en fait l'accompagnement de stage notamment, et puis quelques petits cours supplémentaires. Et la recherche, hein, puisque ça, c'est un axe qu'on retrouve dans toutes les formations universitaires. Hein, il faut former absolument à la recherche. Et donc vous avez aussi cet axe-là. Donc, le référentiel du coup de compétences est appliqué dans les INSPE et décliné
les enseignants eux-mêmes, dans un cadrage très serré. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu la chose faite. Donc, j'enseignais un truc qui s'appelait... alors, c'était UE 32, Valeurs de la République. Et dedans, il y avait plein de choses, en fait. Il y avait, par exemple, système éducatif, sociologie des inégalités, égalité filles-garçons. Enfin, vous voyez, c'était une sorte de liste à la Prévert dans laquelle il fallait que je donne du sens, en fait, parce que c'était très compliqué de trouver finalement l'unité qu'il y avait derrière tout ça. C'était d'autant plus compliqué qu'en fait, ça me demandait des compétences qui n'étaient pas forcément les miennes. Par exemple, j'ai des compétences en sociologie de l'éducation. Vous voyez, j'ai dû vite fait me renseigner parce que finalement, c'était pas du tout quelque chose qui correspondait même à ce que je fais moi, c'est-à-dire à la philosophie. On pouvait d'ailleurs être soit des philosophes, soit des sociologues, soit des sciences de l'éducation à assurer cette UE. Et puis au final, la question de l'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour évaluer tous nos étudiants, sachant qu'on a fait chacun notre sauce sur une unité d'enseignement qui est si disparate et qui est donnée par des gens qui viennent d'horizons si différents. Vous voyez ? Donc ça a donné lieu à des cafouillages dont je vous passe les détails. Sachant qu'au final, l'étudiant qui l'emporte dans tout ça, c'est l'étudiant qui sait écrire correctement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un capital culturel qui lui permet de s'en sortir, quoi. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai analysé de ça, c'est que finalement, qui est-ce qui sort gagnant de ce système ? C'est celui qui l'était déjà. Et donc, ça reconduit les inégalités. Et on n'est plus du tout dans une formation de qualité, quoi. Alors pour cette année, du coup, on est parti sur repenser le Master 2 et puis penser une formation alors qu'on va appeler DIU, Diplôme interuniversitaire, hein, qui en fait va former en un an des étudiants qui viendraient d'horizons complètement différents, c'est-à-dire qu'auraient un master qui n'a rien à voir avec les métiers de l'éducation. Et, donc c'est ça la question. Et alors là, il y a un arrêté qui est paru en février. Nous, on s'est réunis en journée pédagogique, donc tous les INSPE de Créteil, en fait, tous les formateurs des INSPE de Créteil. Le directeur nous a réunis et nous a dit alors voilà, il faut qu'on rende notre copie dans un mois. Je vous propose le cadrage suivant, mais réunissez-vous par groupe disciplinaire pour essayer d'en discuter. Bon, déjà, le problème, c'est que groupe disciplinaire, vous voyez bien, quoi, sachant qu'il faut discuter ensemble pour se partager les choses, c'est un petit peu compliqué si déjà on part séparés. Mais bon, on a essayé de produire quelque chose. Et puis, figurez-vous que le ministère a donné son cadrage finalement le lendemain, et que donc, tout le travail qu'on avait fait s'est retrouvé remis en jeu. Et qu'on a eu ce cadrage une semaine plus tard. Alors, il y a eu des groupes maquettes. Évidemment, ils posaient des groupes maquettes tout le temps, sauf que personne ne pouvait véritablement y participer. Enfin, c'est en plus de tout ce que vous avez. Donc, ils participent ceux qui peuvent, etc. Et celui qui est allé pour la discipline philo en est revenu en disant « Bon, écoutez, voilà le nouveau cadrage. Dans 5 jours, il faut que vous me disiez si vous êtes d'accord avec ça. » Donc, voilà. Alors... Évidemment, des disputes entre collègues, parce que voilà, si on accepte, ça veut dire qu'on entérine finalement un calendrier ultra serré, une réforme à marche forcée dans laquelle on n'a pas véritablement été consulté. Mais d'un autre côté, si on dit rien, c'est la politique de la chaise vide, et puis au final, on va perdre des postes. Enfin voilà, bon, bref, vous connaissez la chanson, quoi. Donc... je reviens à la question de... Oui, voilà, parce que c'est ça, en fait, c'est que cette logique de compétence, finalement, vous voyez, les référentiels nous tombent dessus, le calendrier est super forcé, et alors, vous êtes là avec votre discipline et vous dites, moi, en fait, je suis utile à la compétence. Par exemple, nous, en philo, on a la compétence laïcité, vous voyez, c'est parce que c'est une grande obsession du ministère, c'est les formations laïcité. Et donc, comme la philo, en fait, en formation laïcité, elle est quand même, elle arrive en premier, donc voilà. Et qu'il y a plein d'heures qui sont données pour la laïcité. On dit, ah ouais, nous, on est utile à la compétence former des enseignants à la laïcité. Et donc, on a des heures postes, quoi. Et donc,
La question, c'est de montrer que vous êtes utile, en fait. Voilà, c'est ça la question. Et donc, voilà ce qui s'est passé en tout cas dans notre INSPE. Je pense que c'est différent dans d'autres INSPE, mais on voit bien que le cadrage, finalement, est de plus en plus serré. Il y a aussi toujours le rôle de l'HCRS là-dedans qui va vérifier si vous avez fait les choses à peu près dans les normes. Et puis, alors, on est absolument bombardé de formations sur l'approche par compétences. Moi, je ne sais pas, j'ai dû recevoir au moins 15 propositions de formation à l'approche par compétences cette année, quoi. Hein, c'est-à-dire que si j'en avais loupé une, 2, 3, 4, j'en avais encore d'autres derrière pour ne surtout pas louper une formation à l'approche par compétences. Voilà. Au niveau du concours, les épreuves ont changé, pour le coup. C'est-à-dire que maintenant, l'épreuve sur dossier, donc qui permettait de réfléchir aux enjeux, etc., elle a été totalement évacuée. Et l'épreuve est en 2 parties maintenant. Il y a une première partie, c'est véritablement un entretien d'embauche. C'est-à-dire que l'étudiant va venir et il va montrer, en fait, comment son parcours, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est tout petit, le rend vraiment employable, hein, c'est-à-dire en fait un professeur des écoles presque achevé. Voilà, donc ça c'est la première partie, montrer qu'on a les compétences pour être professeur des écoles. Et la deuxième partie, en fait, on leur donne des situations. C'est une épreuve en fait de compétences déontologiques et éthiques. Hein, vous voyez, c'est la fameuse compétence qui m'avait fait réagir. Et on leur dit, montrez que vous savez résoudre cette situation en fonction de toutes les normes déontologiques, éthiques, juridiques, éventuellement, qui sont à votre disposition. Donc en fait, ce dont je me rends compte en préparant mes étudiants en ce moment à cette épreuve, c'est que quelque part, en fait... c'est-à-dire ils apprennent à fonctionner, ils connaissent super bien leurs normes, alors là j'appliquerai ça, puis ça, puis ça, puis ça, enfin on dirait des machines, quoi. Hein. Mais par contre, sur tout ce qui est réflexion sur les problèmes, les difficultés, les tensions, etc., qu'il y a entre ces différentes normes, là il n'y a plus personne, hein, vraiment. Finalement, et je me rends compte que si je voulais vraiment les former à réfléchir à tous ces enjeux, à toutes ces tensions, c'est-à-dire même les tensions entre ce qu'on peut ressentir soi-même à l'intérieur de soi et puis ce qui nous est imposé, etc., il me faudrait du temps, en fait. Vous voyez, c'est pas c'est-à-dire en fait c'est comme si il fallait que je les automatise, quoi, hein, que j'automatise des gestes professionnels alors qu'il est question d'éthique, quoi. Il est question de réflexion personnelle. C'est totalement contradictoire. Voilà pour le tour d'horizon des INSPE, enfin de ce que en tout cas j'ai pu comprendre de la réforme et ce que j'ai pu aussi en éprouver sur le terrain. Alors maintenant je passe à la dimension de réflexion sur ces référentiels de compétences, sur cette réforme de toute la formation initiale, puisqu'en fait ça commence avec le secondaire, hein, évidemment, enfin même le primaire, hein, le secondaire, et puis ensuite l'université, la formation professionnelle aussi, comme le collègue vous l'a bien montré. Donc toute cette réforme en fait du monde, vous voyez, de ce qu'on appelle la formation initiale, mais moi que je préfère appeler l'éducation, le monde de l'éducation, parce que finalement aujourd'hui on n'a plus le droit de dire éducation. C'est le mot formation qui vient remplacer celui d'éducation. L'éducation, c'est la formation initiale. Après, vous avez la formation informelle et la formation, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais enfin bref, c'est toute une nomenclature dans laquelle on ne parle plus que de formation, en fait. Donc, ce monde de l'éducation, il est maintenant mis en adéquation avec le monde du travail. On appelle d'ailleurs ça, j'ai appris ça récemment, l'adéquationnisme. Le fait de mettre les formations universitaires en adéquation avec les besoins du marché. Une sorte je ne sais pas si vous connaissez la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. En fait, c'est quelque chose qui se met en place au niveau des entreprises. Hein, vous voyez, les entreprises, en fait, elles sont par loi d'ailleurs, hein, depuis 2004, elles sont censées mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Et en fait, cette logique-là, vous voyez, de gérer les emplois et compétences, c'est-à-dire la ressource humaine dont dispose l'entreprise, hein, sur laquelle elle va investir pour se rendre plus compétitive, etc.
c'est une logique, si vous voulez, que aujourd'hui, quelqu'un comme Macron, par exemple, veut en fait élargir à l'ensemble de la société. C'est-à-dire, il faut qu'on entre dans une GPEC de la société. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et son discours, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter son discours de janvier, là, au président d'université. En fait, c'est ça qu'il dit. Voilà. Il dit nous devons aussi investir. Donc, c'est le discours au président de l'université du 13 janvier 2022. Il dit nous devons aussi investir davantage là où les besoins de compétences actuelles et futures de notre pays sont les plus importants, en assumant que la logique. Alors, quand il dit investir, de quoi il parle ? Il parle de l'université, hein. C'est-à-dire, en fait, les formations, c'est un investissement. On investit sur de la ressource humaine. Et on investit bien. On investit en fonction des besoins. Vous voyez ? Bon. Sont les plus importants en assumant que la logique aussi de l'offre prenne le pas sur la logique de la demande. Vous voyez ? C'est-à-dire, en fait, bon, des étudiants qui ont envie de faire de la philo. Ouais, mais ok, ça sert à quelque chose ou pas ? Enfin, je veux dire, ça va. C'est un bon investissement pour l'État ou pas ? D'investir sur des jeunes qui ont envie de faire ça, ou de l'histoire, ou vous voyez, de ces trucs-là, là, est-ce que c'est un bon... Faut assumer, hein. Il nous dit faut assumer. Il faudrait peut-être assumer que maintenant, les formations, elles se resserrent sur les besoins de l'économie, quoi. Point. C'est tout. L'orientation doit évoluer pour mieux répondre aux besoins des métiers de la nation et pour donner toutes leurs chances d'insertion aux étudiants. Le mot insertion, il est super important parce que l'insertion, ça veut dire qu'en gros, vous êtes dans un truc fixe, là, vous voyez, et vous devez vous insérer. Vous vous insérez, mais dans une société qui est totalement immobile, en fait. Alors, on n'arrête pas de nous vendre que la société bouge, le monde bouge, il faut s'adapter parce que ça bouge trop, ça bouge, etc. En fait, pas du tout, quoi. En fait, il faut s'insérer dans un monde fixe. C'est un travail d'orientation, mais aussi un travail où nous devons assumer ensemble de penser en quelque sorte la gestion des compétences dont la nation a besoin à 5 ans, à 10 ans. La loi sur la liberté du choix de son avenir professionnel, là, dont a parlé le collègue, je ne sais plus où il est, mais tout à l'heure, en fait, quand ils disent qu'il faut revoir les diplômes tous les 5 ans, en fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire à 5 ans, à 10 ans, puis tous les 5 ans et les 10 ans, on revoit les besoins de l'économie. Et du coup, on refait les diplômes. Et l'école, elle s'adapte, quoi. Enfin, je veux dire, la formation initiale. Et de penser l'ouverture des filières, de l'investissement dans l'enseignement supérieur à la lumière de cette gestion des talents et des compétences dont nous avons besoin. Voyez ? Parce que quand on ouvre des filières qui correspondent, certes, aux demandes d'inscription ou à la structure de notre offre éducative, mais qu'il n'y a pas derrière des perspectives, nous conduisons un investissement à perte. Vous voyez, la logique, je veux dire, elle est claire, quoi. On investit à perte. Et alors, ce que je trouve génial, c'est qu'après, il vous explique pourquoi on conduit un investissement à perte, et là, il change de logique. Parce que nous formons pendant plusieurs années des jeunes qui n'auront pas de perspective, les pauvres. Hein. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se place. C'est-à-dire, on s'est placé, en fait, du point de vue de... c'est-à-dire, on a fait du jeune qui se forme un objet sur lequel on investit, et maintenant, on se place de son point de vue et on dit « Ah, mais lui, mais il a envie d'avoir des perspectives. » Donc, on le fait pour lui, en fait. C'est une logique subjective. Alors qu'en réalité, c'est une logique objective. On fait semblant que c'est la même logique, mais ce n'est pas du tout la même logique. C'est-à-dire, le jeune, s'il veut des perspectives, ça peut être des perspectives par rapport à ce qu'il est, ce qu'il désire, ce qu'il a envie de faire, etc. Ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'on veut qu'il devienne. Et de ce point de vue-là, la loi donc sur à chaque fois ça me coûte de dire ce truc, sur la liberté de choix de son avenir professionnel, parce que la liberté de choix, c'est un truc super, c'est beau, sauf qu'en fait, la liberté de choix, rien du tout, quoi. Hein. On vous donne la liberté de choisir ce qui est prévu, ce dont on a besoin. Si votre choix, il est ailleurs, c'est de plus en plus impossible, en fait. Vous voyez ? En fait, la liberté de choix, elle se réduit, mais totalement. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, je voulais vous le conseiller, la lecture. J'ai lu en fait un article il s'appelle René Bagorski. C'est quelqu'un qui a fait un rapport pour la ministre du Travail avant justement cette loi. Donc un rapport préalable en fait à la loi sur la liberté de choix de l'avenir professionnel. Je vous enverrai les références par Nathalie.
Et donc, alors, ce gars-là, justement, il explique que c'est totalement hypocrite. Et il dit ça. Avec la loi de 2004, le salarié devient acteur de la construction de sa qualification et de ses compétences. Mais acteur ne veut pas dire auteur. Être acteur, c'est jouer un rôle écrit par d'autres dans un cadre déterminé. Mais ce que je trouve génial, c'est que le gars, il a quand même fait le rapport, hein, donc il sait de quoi il parle. Hein. Être auteur, c'est écrire son propre scénario, déterminer ses propres objectifs en fonction de ses envies, qu'elles répondent ou non aux besoins de l'économie. Certes, à partir de 2004, chaque actif dispose de droits attachés à sa personne, mais leur utilisation ne peut se faire que dans des cadres régulés par l'employeur et donc inscrits dans un lien de subordination. Et ce qui est génial, c'est que ce lien de subordination, il est nié. C'est-à-dire qu'on vous fait croire, comme Macron là dans son discours, hein, il fait croire qu'en fait, on dit « Ah, on ne veut pas mener un investissement à perte, donc on ferme des formations, on exclut des formations qui pourraient répondre à des désirs, etc. » Mais c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour les jeunes. On le fait pour les jeunes, en fait, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc on nie, en fait, la subordination dans laquelle on inscrit les étudiants. On nie qu'on est en train de leur fermer leur avenir professionnel. Mais on fait comme si ça n'existait pas. Donc moi, je trouve que c'est fort, quoi. Ce principe a introduit une rupture par rapport aux acquis de la loi de 71, donc qui est la fameuse loi sur la formation continue, qui était issue vraiment, pour le coup, d'un mouvement social, hein, qui était porté par un mouvement social. Cette dernière reposait pour l'essentiel sur l'implication de l'entreprise à travers son obligation de dépenses pour la formation de ses salariés, quelle que soit la nature de ces formations. Vous voyez ? Donc le salarié, il avait le droit de dire « moi, j'aimerais bien faire ça, je ne sais pas trop à quoi ça va me mener, mais bon... Et l'entreprise, elle avait l'obligation de lui permettre ça. Voilà. Maintenant, l'entreprise, elle a l'obligation, mais à condition que ce qu'il veuille, ce soit... Alors, il y a une liste très précise, mais soit inscrit dans une liste, enfin, que ce soit un diplôme encadré par une fiche RNCP, quoi. Vous voyez ? Et sinon, c'est plus possible. Sinon, c'est... Voilà. N'existe plus. Votre désir, il s'insère pas, vous voyez ? Il y a nulle part où l'insérer, quoi. Il s'insère pas, votre désir. Il faut trouver comment l'insérer. C'est du formatage. Alors donc... Pardon ? Ouais, donc je m'arrête, c'est ça ? Ok, bon je m'arrête. Tant pis, je voulais vous dire plein d'autres trucs, mais c'est pas grave. Une conclusion, je sais pas. J'ai trop de trucs à dire sinon, donc... Ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus, quoi. Non, c'est quelque chose que je voulais vous dire sur la transmission. Ouais, ça me paraît très important, ça, cette histoire de transmission, parce que justement le collègue là, il parlait tout à l'heure à propos des IUT. Il disait en fait, moi, ça me préoccupe le fait de penser que même si on fait chacun ce qu'on veut finalement sur le terrain, qu'on arrive à ne pas trop se laisser déterminer par ces référentiels de compétences, etc. N'empêche que ce qui reste, ça va être le référentiel. Et en fait, c'est toute la question de la transmission qui est derrière. C'est-à-dire, parce que bon, nous, je veux dire, pour l'instant, on est entre deux. Alors, forcément, c'est quelque chose qui nous est imposé. On ne va pas faire comme ça nous est imposé, mais les nouvelles générations, elles vont faire ce qui leur est imposé, et de plus en plus, en fait. Voyez ? Et par contre, ce qui devient difficile, c'est, en tout cas, on peut se poser la question, c'est que ce que vous faites là, sur le terrain, en résistant, est-ce que vous allez pouvoir le transmettre ? Parce que c'est ça, la question. Vous voyez ? C'est vraiment la question de la transmission. Et la logique de compétence, c'est une logique qui évacue la transmission. C'est-à-dire que c'est un gros mot pour les idéologues de la compétence. La transmission est un gros mot. D'ailleurs, le modèle, c'est ça. On passe de la transmission des savoirs à la formation des compétences. Et tout ce que la longue durée a transmis comme savoir, connaissance, comme technique, vous voyez les techniques dont vous parlait la collègue ce matin sur les mathématiques, etc., les techniques qu'on se transmet, les valeurs aussi qu'on se transmet. On les transmet aux générations futures, mais parce qu'on sait qu'ils vont les renouveler. On ne sait pas ce qu'ils vont faire comme monde avec tout ça. On leur transmet et ils vont faire un autre monde.
Ce monde-là, on ne peut pas le leur imposer. Parce que justement, il y a ce renouvellement, vous voyez. Alors, la logique par compétence, c'est quoi? C'est, en fait, tout ça, c'est mis au service de l'employabilité. Ce sont des ressources. Vous voyez, c'est horrible. Hein, c'est comme, finalement, ça me fait penser à toutes ces ressources de la planète qu'on va brûler. On est en train de brûler les ressources culturelles de l'humanité et de les mettre au service de l'employabilité. C'est génial. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de barbare là derrière, en fait, pour utiliser des gros mots, mais qui sont des mots de la philosophie, vous voyez. C'est-à-dire... Et dans mon... Bon. Merci. Alors, avant quelques mots de perspective plus que de synthèse, peut-être, on apprend peut-être quelques questions. Oui. Bon, merci d'abord pour cet excellent exposé. Moi, j'ai une question. Tu évoques à propos des modalités d'évaluation du master MEF M2, qui s'apparente, je te cite, à quasiment un entretien d'embauche où il faut faire en quelque sorte la démonstration qu'on a les compétences pour devenir professeur des écoles. Mais alors là, moi, je me pose depuis longtemps la question suivante. Qu'est-ce que va devenir le concours dans tout ça? Si on est un bon enseignant, si on a le MEF 2, on a prouvé qu'on est un bon enseignant. Le chef d'établissement peut vous recruter directement. Le concours devient inutile. C'est une question. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape, bien sûr. Oui. Oui, juste un commentaire, parce que tu l'as dit, c'était un peu au fil de... Enfin, tu l'as pas dit, mais ce qu'on voit aussi, et j'essaie de voir un peu ce qui est commun avec toutes ces choses qu'on nous a racontées aujourd'hui, très intéressantes, c'est systématiquement cette utilisation de la réforme au pas de course. Oui. On le voit même sur d'autres sujets, puisque les gens qui ont vu passer des chaires de professeurs juniors dans leurs établissements ont pu voir qu'on a laissé 2 semaines aux universités pour faire remonter leurs demandes. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qu'on peut voir de commun. Et dans les INSPE, ce qui s'est passé, c'est carrément ce que tu dis, c'est qu'on a laissé les gens pendant des semaines, voire des mois, sans information sur comment ils allaient devoir répondre à la réforme qui avait été votée, sans texte de cadrage. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient pour essayer de produire des choses, un mois ou ensuite sortaient les textes de cadrage qui détruisaient tout ce qu'ils avaient pu essayer de penser d'intelligent, puisque évidemment c'était des choses beaucoup plus bêtes que ce qu'ils avaient pu essayer de construire. Et il y a une espèce de forme d'urgence pour empêcher les gens de penser ou de réfléchir. Oui. Et il y a aussi une espèce d'utilisation de ça presque comme une humiliation, je trouve. Et donc, on le voit, sur les IUT, sur le BUT, c'est un peu la même chose. On a l'impression c'est une espèce de course comme ça. On peut en plus pousser chacun, et ça rejoint l'intervention sur la toute première intervention de ce matin, avec la question de aussi la sociologie des acteurs locaux et nationaux à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, parce qu'on met un peu en concurrence, et ça c'est un peu ce que tu disais, ça rentre très bien dans une logique néolibérale, de mettre en concurrence les acteurs, même pour répondre à une sorte d'appel d'offres qui vient d'en haut pour fabriquer des maquettes, et chacun essaie de tirer son épingle du jeu, individuellement, ou pour sa discipline, ou pour sa corporation, etc. Et l'autre remarque, elle rejoignait la question des euros. Je trouve qu'on voit qu'il s'est passé un truc où on a quasiment interverti, et à plusieurs reprises, le rôle de la formation en IUFM, SP, INSPE, et le rôle des concours. Où, selon les besoins, c'est le concours qui évalue les compétences professionnelles, ce qui n'était pas le cas. Je parle notamment du second degré au départ. Enfin, on passait un concours qui certifier le niveau disciplinaire. Oui. Et ensuite, on avait une formation qui, elle, garantissait les compétences, former des enseignants. Et là, on a une espèce de truc inverse où on nous dit, il n'y a plus de concours qui garantit les compétences disciplinaires.
c'est les formations universitaires qui n'ont qu'à les garantir. Et le concours, lui, regarde les compétences professionnelles. Donc, les compétences professionnelles sont évaluées sur des toutes petites choses et très éloignées de la discipline. Et je trouve que ce glissement, il est intéressant à analyser. Oui. Alors, je ne dois pas intervenir tout de suite, c'est ça ? Si, tu peux, vas-y. Non, mais c'est parce que effectivement, on est, cette logique de compétence, elle va avec une concentration sur la certification. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui importe finalement, c'est certifier des compétences. On s'en fiche un peu de si elles ont été, comment elles ont été acquises ces compétences, comment la formation a contribué à les acquérir. Je veux dire, ça, c'est notre problème à nous, les formateurs. On nous le laisse, on joue dans la cour, c'est pas un problème. Par contre, c'est la certification qui va effectivement permettre l'articulation avec l'employabilité, le monde du travail, etc. Donc oui, effectivement, ce sur quoi on va focaliser, c'est ça, c'est la certification. Et de plus en plus, on voit apparaître dans les certifications, dans les concours, etc., dans tout ce qui est certification, on voit apparaître une validation de compétences qui n'ont pas été acquises dans les formations. C'est-à-dire, ce qui était d'ailleurs dans le livret de compétences qui avait été imaginé là en 2010, c'était un des problèmes, c'est qu'en fait les enfants pouvaient faire apparaître des compétences qu'ils avaient acquises par ailleurs, c'est-à-dire en faisant des activités extrascolaires, en étant dans des associations, etc., quoi. Et là, les collègues étaient très remontés contre ça. Ils avaient raison, quoi, parce que c'est totalement injuste, vous voyez. C'est vraiment, pour le coup, on reproduit du capital culturel à l'appel, quoi. C'est hyper injuste. Ouais. Juste 3 petites remarques par rapport à ce que dit le collègue qui est là. Je pense que c'est une histoire de couleur de cheveux et les cheveux blancs s'en souviennent plus. Mais cette maltraitance des INSPE, SP, IUFM, etc., à coup de changement de maquette de dernière minute, d'annonce de c'est à sortir pour demain, et il faut que tu les aies ça a toujours été le cas. Ça, à mon avis, pour le coup, c'est pas forcément lié aux compétences. Mais je veux dire, ça fait longtemps que c'est infect comme ça. Ah ouais, non, les vieux. Je pense qu'il y a encore plus que moi ici, mais bon, c'était juste une remarque. L'autre remarque que je voulais faire, il me semble, là pour le coup, en tant que mère de collégienne et de lycéenne, tout ça me semble aller aussi avec l'émergence des grands oraux. Oui. Des machins où on fait parler les collégiens des compétences acquises à la fin du stage de 3e pour valider le brevet DEP. De la même chose à peu près, ma lycéenne est en bac techno, à peu près la même chose sur un côté réflexif de ma vie, mon œuvre, mon coiffeur et les compétences que ça m'a apporté dans le cadre du grand oral du bac. Le grand oral dont tu nous parles, et le portfolio des buts. Je pense qu'il y a tout ce discours-là qui est complètement cohérent. Bien sûr. Avec aussi les nouveaux outils de recrutement des RH, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec les fiches RNCP, les fiches ROM et tout ce bazar. Et les nouveaux outils du type tu m'envoies ton CV sous forme de vidéo en 1 minute 37 où tu vas me prouver, et la notion de trace me semble l'illustration d'un petit bout de la compétence, même si c'est pas du tout la compétence vaut pas sur l'ensemble par rapport à ce que tu disais. Et je pense que tout ça est très, très cohérent. Et c'est à mettre en relation avec les lycées et les collèges. Pour aller dans le sens que tu dis, c'est Nathalie qui m'avait envoyé un campus matin sur l'approche par compétences, où on entendait notamment une dirigeante de l'HCERS, dirigeante de je sais pas quoi, formation, elle s'occupait... Voilà, Lynn Frangier. Je crois que c'était elle qui disait, justement, à propos de l'auto-évaluation des portfolios dans les BUT, parce qu'il y avait des questions dans le public, ils disaient oui, mais est-ce que quand même l'étudiant, il ne peut pas tricher, en gros, il raconte n'importe quoi, et puis il s'auto-évalue super bien et tout. Elle dit, non, mais de toute façon, ce n'est pas important, parce que ce qui importe, en fait, c'est qu'il ait cette démarche de se vendre. C'est tout. Je veux dire, c'est ce qui est visé, quoi. Le reste, on s'en fout. Le reste, chacun... Ce sont les pédagogues qui se posent ces problèmes-là, quoi.
Les certifications, tu disais que les certifications certifiées, c'est ce qui est devenu l'essentiel. C'est de plus en plus externalisé en langue, en informatique. Tu étais en infocom. Oui. Donc ça pose problème. Le truc là, comment il s'appelle, PIX. Voilà, mais on est déjà plus dans le PIX. Je crois qu'on est dans un référentiel qui n'est pas traduit en français, c'est en anglais avec la Commission européenne. On a déjà du retard là-dessus, quoi. Donc ça rejoint le mouvement de privatisation, de contractualisation en lycée, en collège, parce qu'en maths, en anglais, en économie-gestion, l'attractivité du métier fait que on est obligé de passer des annonces à Pôle emploi quand on est chef d'établissement. Et dans le prochain quinquennat, c'est suppression du concours d'enseignants. Et puis c'est le chef d'établissement où il y a ce qu'on appelle un empowerment, où c'est le New Public Management. Donc est-ce que tu fais un lien entre ce New Public Management et puis la formation des futurs collègues? Des futurs collègues en inspe? Oui, parce que effectivement, c'est cette... Sous quelle forme c'est la culture du résultat, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut. C'est les référentiels de compétences, c'est ça. C'est parce qu'en fait, les référentiels de compétences, ils présupposent des compétences. Mais en réalité, les compétences, elles sont invisibles, on est d'accord, hein, je veux dire. Et donc, quand on crée des référentiels de compétences, c'est soit à l'individu, soit à la formation, aux formateurs eux-mêmes, de travailler pour les faire acquérir. Vous voyez ? Mais c'est-à-dire qu'on fait reposer la responsabilité de l'existence de ces compétences sur soit les individus qui doivent se débrouiller pour les avoir, soit les formateurs qui doivent se débrouiller pour les produire. Mais on s'en fiche de si c'est possible ou pas et de comment ils vont faire ils se débrouillent. C'est pas le problème, quoi. Donc on est vraiment dans cette logique et c'est la culture du résultat et tout le monde est mis en concurrence en plus. C'est-à-dire, toi si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, il y en aura un autre qui arrivera. Si toi, dans ta formation, tu n'arrives pas à produire ça, c'est pas grave, la formation d'à côté, elle va y arriver. Et puis comme tout le monde saura que la formation d'à côté, elle y arrive, tout le monde ira vers la formation, les meilleurs iront vers cette formation, toi, tu n'auras que les moins bons. Enfin voilà, cette logique de mise en concurrence aussi. Et ça, c'est le New Public Management, effectivement. Cette culture du résultat, cette mise en concurrence, ce qui importe, c'est le résultat. Et puis on donne les ressources en fonction des résultats. Vous voyez, on délivre les certifications, on délivre les bons points et le fric en fonction des résultats, quoi. C'est ça. Ce que je trouve qu'on pourrait ajouter aussi, enfin discuter, mais on n'aura pas le temps, mais c'est sur ce point du réalisme, de la réalisabilité d'atteindre ces compétences ou d'obtenir ces choses-là. Et en fait, la question ne se pose pas. Et je trouve que ça illustre bien le côté complètement idéologique de ces situations où on demande de faire des choses, mais en fait, peu importe, avec un discours qui se veut très pragmatique en disant nous, on est du côté du terrain, du côté de ce qui est effectif, les compétences, c'est ce que savent faire les gens, c'est pas théorique, c'est très concret. Et en fait, d'abord, c'est complètement abstrait et c'est idéologique. C'est pas sûr que ce soit... Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression, et on le voit, les gens se fichent de savoir qu'on arrive à mesurer réellement ce que ça produit ou que ça ait une cohérence, qu'on puisse évaluer les choses. En fait, on produit des fausses évaluations. Et l'exemple qu'il y avait, moi, je trouvais, je donne juste cet exemple parce qu'il est très récent, c'est Blanquer sur la réforme des maths. Qui explique que, alors là, tout le monde lui a dit, il y a moins de maths dans les programmes, c'est un problème. Beaucoup de gens ont cité ça. Et en gros, son argument pour dire non, c'est pas un problème, parce que c'était l'idée. Enfin, ces réponses, je les citerai pas, mais vous pouvez regarder dans les médias, là, chercher les réponses de Blanquer sur le problème des maths au lycée. On tombe sur, je sais plus quelle radio, peut-être France Inter, où il explique en gros qu'il n'y a pas de problème parce que s'il y avait des problèmes, ça se verrait dans les outils qu'il s'est donné pour évaluer le truc. Enfin, il y a une espèce de pirouette où il dit non, parce que c'est cohérent avec l'idéologie qu'on a développée, donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, on voit que c'est complètement déconnecté de la réalité et de ce qui est possible de faire réellement ou pas, et que ça n'importe pas. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans ce moule d'une idéologie, je trouve. Et
Ça serait à questionner aussi, je trouve. Bah oui, parce qu'en fait, justement, il y a l'aspect, si vous voulez, pour moi, il y a l'argument socio-économique dont je vous ai parlé en vous lisant le discours de Macron. Voilà, donc ça, c'est donc il faut gérer les compétences, machin, etc. Bon, mais il y a aussi l'argument pédagogique. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez des gens comme Pernoud, comme Tardif, etc., qui vous disent, mais en fait, il faut s'interroger sur des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines, etc. Mais la question, c'est, et je trouve que Bertrand, je crois qu'il s'appelle Bertrand Rey, il est intéressant de ce point de vue-là, vraiment, parce qu'il réfléchit avec son laboratoire et tout, il réfléchit sur comment est-ce qu'on construit des compétences. Et est-ce que c'est vraiment possible de construire des compétences, quoi. C'est, du coup... Voilà, c'est cette question-là, en fait. Et il y a cette question qui revient. Alors, je m'articule, du coup, à l'exposé qu'il y a eu ce matin. Cette question qui revient, qui est, des procédures automatisables, ça, on sait. On sait comment ça se construit. Mais la compétence, c'est censé être une articulation de ressources diverses, quoi, des savoirs. On pourrait s'interroger sur pourquoi on les appelle des ressources, mais bon, bref, admettons. Donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et en situation, vous allez les employer de manière adaptée. On va dire, voilà, c'est ça. Sauf que, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on est censé, dans une situation, faire quelque chose, être capable de faire quelque chose, et puis ensuite être capable de le transférer. Donc c'est la question du transfert. Après, c'est là qu'apparaît la notion de famille de situation. On va dire, c'est pas transférable dans toutes les situations, c'est transférable dans une famille de situations. Voilà. Bon. Sauf que, en réalité, cette notion de famille de situation, elle est à interroger. C'est-à-dire, c'est quoi une famille de situation ? Est-ce que vraiment ça existe ? Et alors là, les psychologues interviennent en disant, parce qu'il y a des gens qui arrivent effectivement à transférer, je sais pas, on va prendre l'autonomie par exemple. Vous voyez, est-ce que ça veut dire quelque chose, développer l'autonomie en général ? On va dire, on développe l'autonomie chez l'enfant. Vous avez un élève, il n'est pas autonome, comme vous dites, dans son travail scolaire, mais après, vous apprenez qu'à la maison, il est super autonome. En fait, c'est lui qui s'occupe de tout, hein, ou c'est elle qui s'occupe de tout. Elle s'occupe de ses frères et sœurs, elle va faire les courses. Enfin, je veux dire, elle est ultra autonome, mais par contre, à l'école, elle n'est pas autonome. Alors, ça veut dire quoi exactement ? Peut-être que ce n'est pas la même famille de situation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, pourquoi elle n'arrive pas à transférer son autonomie sur l'école ? Voilà. Eh ben, le présupposé de l'approche par compétence, c'est qu'en fait, c'est un problème technique. Et que vous pouvez trouver, finalement, les éléments techniques qui vous permettent de créer cette autonomie pour une famille de situations. Bertrand Rey, je vais vous envoyer un article dans lequel il travaille cette question-là. Lui, en fait, il arrive à l'idée qu'en réalité, ça ne veut rien dire parce que finalement, le fait que vous transfériez ce que vous savez faire vers une autre situation va dépendre de l'interprétation que vous avez de la situation. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez une homologie entre la situation dans laquelle vous savez faire le truc et la situation dans laquelle vous ne savez plus le faire ? Visiblement, la fille, elle ne sait pas faire une homologie entre les situations de la vie quotidienne et puis les situations de l'école. Sinon, elle transférerait son autonomie, vous voyez ? Donc, elle ne crée pas d'homologie. Donc, c'est la question de l'interprétation. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sujet va interpréter une situation comme étant de même nature qu'une situation dans laquelle il sait faire des choses ? Eh bien, moi, je pense que la réponse, elle est dans la culture. Voilà. Pourquoi un élève, il réussit à l'école ? Parce sa culture est proche de la culture scolaire. Pourquoi un élève ne réussit pas à l'école ? C'est ce qu'a montré Bourdieu, parce que sa culture, elle n'est pas proche de la culture scolaire. Et du coup, c'est pas avec des outils techniques que vous allez développer la transférabilité, c'est en l'aidant à passer d'une culture à l'autre, c'est en l'introduisant dans une autre culture. Et pour ça, il faut penser notre métier non pas comme un métier de fabricateur, vous voyez, comme si on fabriquait des robots. Vous voyez, parce que bon, c'est sûr, les robots, on arrive à les faire assez performants. Mais enfin, il y a des choses qu'ils n'arriveront sans doute pas à faire. En tout cas, ce ne seront jamais des humains. Et donc, on n'est pas des fabricateurs, on est des gens qui agissent. Voilà. Vous voyez, on est les Grecs qui disaient, il y a la poiesis, c'est la fabrication, et il y a la praxis, c'est l'action. Eh bien, nous, on agit, en fait. On agit, on ne fabrique pas des individus, on agit. Et quel est notre rôle ? On est des passeurs, en fait. On est des passeurs, on introduit les jeunes, on introduit les enfants dans une nouvelle culture, dans une culture. Et il faut je pense qu'on arrive à penser notre rôle, pas que comme purement technique, et la compétence, elle nous emmène vers des modèles qui sont vraiment ultra fabricateurs, ultra techniques, ultra robotiques, vous voyez ? On voudrait que les compétences, ce soit comme des procédures automatisables. Je rentre le programme et après, l'élève...
dans la famille de situation, il va savoir faire, quoi. Et on voudrait qu'il n'y ait pas de différence entre la culture scolaire et la culture de l'entreprise ou la culture ou les cultures qui peuvent être celles du travail. Vous voyez, on voudrait qu'il y ait plus de qu'il y ait une continuité. Vous voyez, et c'est marrant parce que quand on regarde justement dans l'arrêté de licence que je vous disais tout à l'heure, quand on regarde comment ils décrivent les situations que vous devez normalement produire pour évaluer vos étudiants pour qu'ils soient employables, enfin pour qu'ils soient proches, vous voyez, d'une employabilité optimale, eh ben, ils vous disent, alors ça doit être ni trop précis, ni trop large, parce que vous comprenez, si c'est trop large, mais en même temps, si c'est trop précis, enfin, c'est la quadrature du cercle. Non, tu les évalues en situation scolaire, et après, ils entreront dans le monde du travail, et ben, voilà, ce sera une autre culture, ils seront introduits dans une autre culture. Et ce qu'ils vont faire avec ce que tu leur as appris, tu ne le sais pas. Tu ne pourras pas le savoir totalement, et tu ne pourras pas tout maîtriser. Et c'est normal. Vous voyez, le fait qu'on veuille qu'il n'y ait qu'une culture, qu'il n'y en ait qu'une, qu'elle soit homogène, qu'elle soit globalisée, qu'il n'y ait plus de diversité culturelle. Lévi-Strauss disait, si on supprime la diversité culturelle, on supprime la culture. En fait. Bon, on peut peut-être terminer sur ces beaux mots, hein qui nous donnent plein de perspectives. Je crois qu'à travers justement ce concept de compétence, on voit qu'on peut le questionner lui-même, on peut questionner sa mise en œuvre dans nos formations, on peut questionner l'impact sur nos métiers, sur les étudiants, voilà, sur le modèle de société aussi qui le sous-tend, puisque sur l'aspect historique, on l'a vu ce matin, à la fois à travers les injonctions de l'OCDE et de l'UE, qui poussent en gros à comparer et à mettre en compétition aussi un petit peu tous les systèmes. Le patronat qui a aussi ses intentions, lui, derrière, en disant oui, mais pour transmettre des connaissances, eh ben, il faut une qualification, d'accord, alors que pour transmettre des compétences, il faut être un professionnel. D'accord, donc moi, finalement, en valorisant aussi, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait de l'entrisme pour valoriser aussi les compétences. D'accord, c'est que moi, dans l'entreprise, je me fais monter en compétences aussi les gens qui sont chez moi, un peu en perspective par rapport à ce que tu disais. Et donc, il faut me payer. Parce que c'est ça le néolibéralisme, c'est la capacité à prendre l'argent public pour le privé. Donc, il y a cette ambition. Et puis, il y a une autre ambition aussi à travers, qu'on a décrit aussi parfois, c'est-à-dire que c'est aussi un beau mot, le mot de compétence. Et il y a des concepts aussi intéressants derrière à travailler, qui questionnent la pédagogie, qui questionnent la didactique, qui questionnent... Voilà. Et là aussi... il ne faut pas non plus, comme les néolibéraux souvent nous l'imposent, de se faire piquer la notion, d'accord, et la réduire à ce qu'eux veulent imposer, quoi. Donc, on ne va pas clore le débat là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'à travers la richesse des intervenants, que je remercie encore, on a vu plein de points de vue différents, plein de niveaux, d'échelles différentes aussi de l'application de cette logique d'apprentissage par compétences. Et je vous invite à participer à notre congrès d'études en juin, puisqu'il y aura sur les 3 thèmes, il y aura un thème qui sera autour justement de la certification, ça a été dit, comment former finalement aux logiques professionnalisantes, puisque la licence générale là, va être professionnalisée encore plus, puisque notre ministre veut qu'il y ait une sortie plus importante, une insertion professionnelle plus importante à l'issue de la licence générale. D'accord ? Donc, toutes les formations, que ce soit le master, le doctorat et les licences, vont être impactées par cette injonction à l'employabilité. Et on sait donner un espace lors de prochains congrès, d'accord, pour développer et poursuivre dans cette réflexion. Donc, merci d'avoir participé activement. Je pense que les échanges ont été riches. Moi, pour moi, ça a été le cas, en tout cas. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont permis à cette journée d'être organisée. Donc, le secteur formation et notamment Nathalie, qui a beaucoup œuvré pour son organisation. Et puis, le personnel du siège, là, avec aujourd'hui Sonia et puis Nancy. Merci.